Oui. Bonjour à tous. Merci d'être nombreux ce matin à 8h30. Des fois, c'est un petit peu compliqué de pouvoir trouver un créneau, mais je pense que 8h30, c'est un bon créneau pour nous, les élus, parce qu'après, on est tous sur le pont, même si nous sommes des élus de la montagne. Donc, nous avons souhaité faire un webinaire sur les écoles de montagne, puisque chacun présent ici le sait, c'est ce qui donne la vie dans un village. La présence de l'école est essentielle pour rendre attractifs nos villages de montagne, pour leur développement local et pour leur aménagement du territoire. Alors, il y a quelqu'un qui doit avoir le micro ouvert. Si c'est possible, si vous pouviez fermer tous vos micros, s'il vous plaît, ça serait super. Est-ce que quelqu'un nous entend et avec son micro ouvert? Enfin, même pas un, mais plusieurs. Ça y est, ça a l'air d'être réglé. Merci. Alors, donc, comme je le disais, la présence de l'école est essentielle pour rendre attractif le village, pour son développement local, pour son aménagement du territoire et aussi quand on a des jeunes parents qui souhaitent s'installer dans un village, ils se posent souvent et même tout le temps la question, est-ce qu'il y a une école dans le village? Parce que c'est la présence de l'école qui détermine le choix des familles pour s'établir dans une commune. Donc, la préservation du maillage du service public de l'éducation et le maintien du taux d'encadrement par élève des écoles en zone de montagne, ainsi que les moyens affectés au suivi des enfants en difficulté et au remplacement des enseignants, sont extrêmement importants pour la vitalité de nos territoires. À l'heure de l'élaboration de la carte scolaire pour la rentrée 2024-2025, et il nous paraissait important de faire un point avec vous sur les droits des communes de montagne en matière de carte scolaire, avec un rappel sur la loi montagne qui pourra notamment vous servir en cas de fermeture de classe. L'ANEM est en effet régulièrement alertée, donc nous sommes régulièrement alertés par certains d'entre vous sur la méconnaissance de la loi montagne, par certains d'ASEN qui, s'agissant notamment des seuils pour le maintien des classes et du décompte des enfants de moins de 3 ans. Certains d'ASEN semblent même ignorer le classement montagne des communes. Donc, il faut souvent réagir vite. Début janvier, par exemple, les élus du Tarn nous ont sollicité et nous avons de suite alerté le DAZEN du département. Et vendredi dernier, nous avons reçu un courrier nous indiquant qu'il n'y aurait pas de fermeture de classe dans les communes de montagne du département du Tarn. Donc, c'est un bon exemple pour comprendre qu'il vaut mieux réagir avant que la carte soit établie qu'après. C'est toujours beaucoup plus difficile quand les choses sont déjà faites. Ce webinaire a une vocation pédagogique. Il a pour mission de vous donner des arguments à mettre en avant localement face à des fermetures éventuelles de classes. Vous pouvez aussi nous saisir et nous vous soutiendrons dans vos démarches auprès de vos DAZEN respectifs. Parce que l'ANEM, c'est une adhésion, bien évidemment, mais nous sommes aussi là pour vous aider quand vous nous sollicitez. Donc, je laisse à Marie-Annick Fournier, notre déléguée générale de l'ANEM, et Dorothée Collet, responsable du sujet des écoles, vous présenter le cadre législatif et les points de vigilance qui pourront vous être utiles en cette période de préparation de la carte scolaire. Et ensuite, nous aurons un temps d'échange, c'est ça qui est aussi très essentiel, pour que vous puissiez soit vous nous poser toutes les questions que vous souhaitez, ou soit nous faire remonter vos problématiques si vous en avez déjà. Merci à vous et à tout. Je laisse Marie-Annick et Dorothée vous présenter et nous nous retrouvons après. Merci beaucoup, merci Madame la Présidente. Bonjour à tous. Alors, je suis désolée, il semblerait que nous ayons un problème technique. Je crois que le slide clignote chez nous, alors que nous, il ne clignote pas. Donc, on est un peu embêtés parce qu'on ne comprend pas le problème. Donc, on va essayer de le régler en même temps qu'on va vous parler. Dans tous les cas, le PowerPoint vous sera diffusé à l'issue de la présentation. Donc, voilà. Mais j'espère que ça sera quand même un peu plus confortable que le clignotement.
Donc, en principe, vous avez dû, normalement, la carte scolaire dans chacun des conseils départementaux de l'éducation. Est-ce qu'on peut passer à la slide suivante, s'il vous plaît? Je ne sais pas qui gère les slides. Alors, en fait, Eve va le faire parce que moi, c'est mon ordinateur qui Voilà, merci. Donc, vous devriez avoir connaissance ce mois-ci des projets d'ouverture, j'en doute, mais de fermeture de classe qui vont être annoncés donc, dans votre département en fonction des effectifs prévisionnels du nombre d'enfants inscrits. Donc, c'est pourquoi on a un peu accéléré l'organisation de ce webinaire afin de vous donner les éléments d'information tout de suite. Donc, chaque année, à cette même période, on a des remontées des maires de montagne sur les fermetures de classes. On en a cette année dans à peu près l'ensemble des départements. Et deux constats. Soit les DAZEN ne prennent pas en compte la loi montagne lors de l'élaboration de la carte scolaire, tout simplement, ils l'écartent, ou ils semblent ignorer que des communes sont classées montagne sur le département, où ils considèrent que les communes ne sont pas classées montagne. On l'a beaucoup en moyenne montagne, notamment beaucoup dans le Massif central, ou décident de passer outre le classement montagne des communes, en considérant que ces communes sont des communes rurales et non pas des communes montagnes. Mais vous allez le voir, il y a des dispositions spécifiques de la loi montagne qui permet de vous aider. Donc, si le DAZEN vous annonce une fermeture de classe, sachez que la loi de classe dans votre école, sachez que la loi montagne vous protège. C'est l'article 15 de la loi montagne qui est codifié à l'article L212-13 du Code de l'éducation. Avant de rentrer dans le détail des dispositions de la loi montagne par Dorothée, je voudrais juste vous attirer votre attention sur un point de vigilance. On a découvert qu'il y avait une nouvelle typologie nationale de classement des communes, selon qu'elles soient urbaines, périurbaines, rurales. Et dans ce classement, qui jusqu'à présent existait le classement montagne, ce classement montagne n'existe plus. C'est un classement qui est interne à l'éducation nationale. Ce n'est pas un classement qui a une valeur législative ou réglementaire. Ça permet de donner des points, en quelque sorte, aux écoles pour pouvoir répartir les éventuelles fermetures de classe et les effectifs. Donc, on a découvert que ce classement montagne n'existe plus dans la classification interne à l'éducation nationale. Attention à ça. Et donc, deuxième point de vigilance, il n'est pas possible de... C'était la slide suivante. Merci beaucoup. Il n'est pas possible de déroger à l'article 15 de la loi montagne dès lors que vous êtes une commune de montagne. Si vous êtes une commune de montagne, vos écoles sont forcément des écoles de montagne et la loi montagne s'applique à vous. On peut vous dire que vous êtes une commune rurale, pas de problème, mais vous êtes une commune montagne et vous êtes d'abord donc une école de montagne et donc l'article 15 s'applique. J'insiste beaucoup là-dessus. Parce que certains élus ne savent pas forcément qu'ils sont classés communes de montagne. Donc, ils découvrent peut-être qu'ils étaient avant dans un classement montagne, ils ne sont plus dedans. N'hésitez pas à nous saisir. Le classement montagne résulte d'un arrêté ministériel. On ne peut pas décider de vous déclasser et de ne pas appliquer la loi montagne à votre commune. Voilà. Je laisse la parole maintenant à Dorothée qui va rentrer dans le détail des dispositions de la loi montagne. Merci beaucoup. Merci Marie-Annick. Donc, que dit l'article 15 de la loi montagne? Cet article, il a deux paragraphes. Le premier paragraphe concerne les seuils, le deuxième paragraphe concerne les saisonniers. Donc, on va commencer par le premier paragraphe. Il faut que tout le monde le sache et je pense qu'il faut régulièrement le rappeler aux DAZEN. En fait, il faut leur écrire tout simplement, la loi montagne dit que, parce que les DAZEN, souvent, comme le disait Marie-Annick, oublient, où en fait il y a des changements dans les administrations comme partout, et les nouveaux DAZEN qui arrivent, ou les nouvelles personnes qui arrivent dans les services déconcentrés de l'État, dans les services de l'éducation nationale, dans les rectorats, ne connaissent pas forcément la loi, donc il faut régulièrement leur rappeler. Donc l'article 15, il dit « Dans les départements dont le territoire comprend des zones de montagne délimitées conformément à l'article 3 de la loi du 9 janvier 85 relative au développement et à la protection de la montagne, la mise en œuvre de la carte scolaire permet l'identification des écoles publiques ou des réseaux d'écoles publiques qui justifient l'application de modalités spécifiques d'organisation scolaire, notamment en termes de seuil d'ouverture et de fermeture de classe, au regard de leurs caractéristiques montagnardes, de la démographie scolaire, de l'isolement, des conditions d'accès et des temps de transport scolaire.
Donc, concrètement, ce que ça veut dire que les services académiques doivent procéder donc, à l'identification des écoles publiques ou les réseaux dans les RPI qui justifient l'application de modalités spécifiques d'organisation, notamment en termes de seuil. Donc, comme je disais, il n'y a pas de seuil en montagne, d'ouverture et de fermeture de classe au regard de leurs caractéristiques montagnardes. Donc, on ne peut pas vous invoquer un seuil en montagne. Donc, quels sont les arguments que vous pouvez mettre en avant face à un DAZEN qui vous annonce une fermeture de classe? Donc, d'une part, qu'il y a des modalités spécifiques d'organisation scolaire en termes de seuil, d'ouverture et de fermeture. Rappeler les caractéristiques montagnardes de la commune. Une commune est classée montagne, donc comme le disait Marinique, l'école sur la commune est une école de montagne. Rappeler aussi tous les critères d'isolement de la commune. Et rappeler aussi que les conditions d'accès à l'école et les temps de transport scolaire en montagne, ce ne sont pas les mêmes qu'en plaine. Et enfin, rappeler la démographie scolaire pour les enfants. Donc, je le disais, dans l'article 15, il y a aussi un paragraphe sur les enfants de saisonniers qui doivent être pris en compte aussi dans les effectifs. Mais il y a aussi un autre article du Code de l'éducation qui demande à ce que les enfants de moins de 3 ans soient pris en compte dans les effectifs aussi, notamment dans les territoires de montagne. Donc ça, c'est un point que vous pouvez aussi mettre en avant. Vous allez avoir des enfants qui ont entre 2 et 3 ans et qu'il faut qu'ils soient comptés dans les effectifs de la rentrée scolaire, de la rentrée prochaine scolaire. Si je peux me permettre, sur ce point-là, là, on a listé des éléments. Alors, on va vous parler de la scolarisation des enfants par la suite, mais véritablement, dans vos arguments à avancer face au DAZEN, par rapport, par exemple, je ne sais pas si vous êtes dans une commune qui est plus encaissée, en termes d'accessibilité, les difficultés d'accès, c'est vraiment des choses qu'il faut mettre en avant. Le temps de trajet, c'est vraiment quelque chose d'important à mettre en avant, notamment s'il y a un ramassage scolaire qui doit parcourir plusieurs communes de montagne. Il ne faut pas hésiter à mettre en avant l'ensemble de ces éléments-là en temps de trajet et en durée de trajet, et parfois en impossibilité de transport, notamment pendant les périodes hivernales. Alors, donc le deuxième point de la loi montagne, c'est, comme on le disait, c'est la scolarisation des enfants de saisonniers. Donc, que dit la loi montagne? Si on peut passer au slide suivant, Ève. Et elle dit le nombre d'enseignants du premier degré affectés à chaque département par le recteur d'académie est déterminé en prenant aussi en compte les effectifs scolaires liés à la population de saisonniers. Donc à ce jour, c'est un sujet où on n'a pas de remontée de terrain des élus. On en a sur les scolarisations des enfants de moins de 3 ans et sur les seuils, mais on n'en a pas sur ce sujet-là. Mais s'il y en a, n'hésitez pas à nous écrire pour que nous, on puisse le faire remonter. Ensuite, un autre sujet, comme on l'évoquait tout à l'heure, c'est la scolarisation des enfants de moins de 3 ans. Que dit la loi? Donc là, c'est l'article L113-1 du Code de l'éducation nationale, de l'école de l'éducation, qui dit dans les classes enfantines ou les écoles maternelles, les enfants peuvent être accueillis dès l'âge de 2 ans révolus dans des conditions éducatives et pédagogiques adaptées à leur âge. Il est organisé en priorité dans les écoles situées dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne, et dans les régions d'outre-mer. Dans ces classes et ces écoles, les enfants de moins de 3 ans sont comptabilisés dans les prévisions d'effectifs d'élèves pour la rentrée. Donc ça, c'est un argument que vous pouvez faire valoir aussi face aux DAZEN qui décident de fermer une classe. Donc, effectivement, donc on est là sur ce sujet-là, on a des remontées de terrain. Donc la réalité, c'est que les moins de 3 ans ne sont pas forcément pris en compte selon les départements. Et selon les départements aussi, les DAZEN estiment que pour pouvoir mettre en place une section, très petite section, il faut qu'il y ait au moins 5 petits pour créer la classe très petite section, ce qui n'est pas toujours évident dans les communes à classe unique. Donc, malheureusement, ça les évince naturellement, tous ces petits de ces écoles. Après, il y a peut-être aussi un argument à avancer. Le texte dit bien que sont pris en compte dans les prévisions des effectifs. Il n'exige pas que les enfants de moins de 2 ans soient scolarisés tout au long de l'année. Donc, vous pouvez aussi avancer cet argument qui est un peu tiré par les cheveux, je vous l'accorde, mais le texte parle bien de prévision d'effectifs d'élèves pour la rentrée. Ils ne sont pas forcément tous scolarisés au mois de septembre ou ils ne font pas tous forcément l'intégralité de l'année scolaire en très petite section. Ils peuvent rentrer en cours d'année, voilà. Mais il faut quand même les prendre en compte dès le début de l'année en disant qu'en janvier, il y en aura 2 qui rentrent, en mars, il y en aura 3, etc., etc. Donc, on va passer maintenant à l'égalité territoriale et la suite. Donc, on vous a aussi avancé des arguments en complément de la loi de montagne, des arguments que vous pouvez avancer
aussi auprès des DAZEN, et notamment un indice d'éloignement qui avait été évoqué, s'il te plaît. Est-ce que tu peux nous passer sur la slide suivante? Merci beaucoup. C'est un argument. Alors, l'indice d'éloignement, c'est un outil statistique qui a été mis en place en 2019 par l'Éducation nationale, notamment pour prendre en compte le caractère multidimensionnel de la ruralité. Et un des outils statistiques mis en place, c'est justement la distance effectuée chaque jour par élève entre son domicile et son établissement scolaire. Nous, on préfère toujours parler de temps de parcours, de temps de trajet que de distance parcourue. Parce qu'on sait pertinemment que 10 km ne prend pas le même temps en zone urbaine qu'en montagne. Donc, les temps de transport sont des paramètres importants dans la vie des élèves, et tout excès en termes de temps de trajet amoindrit substantiellement la qualité de la vie scolaire des enfants. Et c'est quelque chose qui est mis en avant par l'Éducation nationale. Donc, n'hésitez pas à vous appuyer sur cet indice d'éloignement et sur ce temps de parcours pour venir justifier qu'il faut maintenir l'école. Il y a à la fois le temps de parcours et il y a aussi le trajet du ramassage scolaire qui, de fait, le fait de faire plusieurs écoles rallonge encore le temps de parcours de chaque élève. Donc ça implique aussi avoir cette réflexion sur le transport scolaire qui ne va pas juste faire un trajet que de votre commune vers l'école des enfants, l'affectation des enfants. On est allé un peu rapidement pour vous présenter l'ensemble des arguments que vous pouviez avancer. Ce qu'on voulait, c'était qu'on ait un temps de questions avec vous. J'ai juste encore un point. On sait qu'il y a beaucoup de questions sur les regroupements pédagogiques. On va y répondre sans difficulté. Jasmine, vous voyez conclure la présentation. Oui, merci Marie-Annick, merci Dorothée pour cette présentation rapide. Nous l'avons voulu rapide parce que nous préférons avoir un temps d'échange plus long avec vous. Alors, effectivement, il est essentiel toujours de rappeler voilà, tout ce qui est écrit dans la loi montagne, mais je pense que ce qui est essentiel aussi, c'est de pouvoir avoir des échanges bilatéraux entre les DAZEN et vous, les élus. Ça, je pense que c'est extrêmement essentiel. Dans les Hautes-Alpes, bon, il y a des commissions des maires qui se sont mis en place, ce qui permet, voilà, justement de travailler la carte scolaire. Et il y en a eu déjà quelques-unes qui se sont mises en place. Donc, je pense qu'il serait peut-être intéressant, et dans les Hautes-Alpes, on va dire que la rentrée 2023-2024, c'est on va dire je dirais pas très très bien passé, mais c'est quand même bien passé, et on n'a pas eu justement de problématiques très fortes sur la fermeture de classe, parce qu'il y a un dialogue permanent entre le DAZEN et les élus. Donc je pense que c'est quelque chose peut-être qui devra… Alors je travaille avec le recteur d'académie pour essayer de généraliser cette façon de travailler. Il a été mis en place aussi des réseaux d'établissements dans le département, donc ce qui veut dire que les établissements travaillent en réseau. Le département a été coupé en deux, et il y a deux réseaux d'établissements. Donc je pense que c'est extrêmement important, ce dialogue et cette mise en place de réseaux, de manière à ce que les choses se passent le mieux possible pour la rentrée scolaire et pour le bien-être de nos enfants. Donc, on travaille, comme je vous le disais, je travaille avec le recteur et avec la nouvelle ministre. Je vais l'interpeller justement là-dessus cet après-midi pour lui présenter les travaux qui sont faits dans l'académie d'Aix-Marseille, pour voir si on peut arriver à généraliser un peu sur les territoires de montagne ce procédé, cette façon de fonctionner qui, comme je vous le dis, voilà, marche, puisque ça fait quand même 2 rentrées scolaires où sur les territoires, sur les communes de montagne, ça se passe, on va dire, plutôt bien, même on va dire très bien. Donc voilà, je tenais à le préciser. Si on a des méthodes qui marchent, autant essayer de s'appuyer sur ces méthodes. Et en même temps, je pense qu'on va, si vous le souhaitez, vous préparer un courrier type pour que vous puissiez adresser à vos DAZEN tous les arguments qu'on vous a présentés. Et puis, comme ça sera un fichier Word, soit vous rajoutez, soit vous en enlevez.
et comme ça vous permettra déjà d'avoir une base pour pouvoir écrire vos courriers. Voilà, bah, écoutez, je pense qu'on laisse un temps d'échange. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont demandé la parole. Oui. Et Oui. voilà. Pascal, Madame la Présidente. J'ai les demandes de parole. Merci. Oui, merci, merci Mariannick, merci Pascal. Bonjour à tous les élus de montagne qui sont présents ce matin. Alors, moi, j'ai tenu à passer un petit moment avec vous parce que, en tant que co-rapporteur de la loi montagne, on a élaboré cet article 15 qui visait à protéger les écoles de montagne de l'application stricte des seuils de fermeture. Et donc, j'ai parfaitement en mémoire les débats que nous avions eus à ce moment-là. Et comme cela a été dit, le temps de déplacement doit être substitué à la distance, c'est évident, en montagne. Je confirme également, parce que chaque année, lorsqu'il y a des projets de suppression de classes dans ma circonscription, qui est une circonscription quasiment en totalité de montagne, je suis dans la nécessité de rappeler au DAZEN chaque année que l'école de montagne n'obéit pas tout à fait aux mêmes réalités que l'école de plaine. Et il y a une énorme difficulté pour les DAZEN à prendre en compte ce critère de la montagne. Donc, je crois très utile, d'une part, cette réunion. On a quand même beaucoup de projets de fermeture cette année. Je crois très utile la proposition que fait la présidente d'un courrier type, parce que ce qui fait la force de l'ANEM, toujours, c'est le caractère coordonné des opérations que nous menons. Si chacun dans notre coin, chaque parlementaire ou chaque maire de montagne, y va de son courrier ou d'AZEN isolément, ça n'a évidemment pas le même poids qu'un courrier type qui serait massivement envoyé dans tous les territoires de montagne à tous les DAZEN. Donc ça, c'est très important que nous coordonnions cette action. Ce qui me paraît en revanche extrêmement inquiétant, c'est la disparition du critère dans la nomenclature de classification de l'éducation nationale. Donc là, je pense qu'il faut une intervention de l'ANEM, relayée par les parlementaires de tous les bords, pour réintégrer dans la classification interne de l'éducation nationale le critère montagne. J'en profite pour vous dire que, de façon générale, et c'est un débat que nous avions eu au moment de la loi montagne, le critère ruralité a tendance à manger celui de la montagne. Or, toute la montagne n'est pas rurale et toute la ruralité n'est pas montagnarde. Ça, c'est un point très important. Je pense qu'il faut y revenir au niveau de l'ANEM. La ruralité, oui, mais dans la ruralité, il y a la montagne qui est une ruralité à part. Et puis, on a des villes de montagne aussi. Donc, tout ça doit être repris, parce que si on n'y prend pas garde, la montagne va s'effacer derrière la ruralité. Or, ça, ce n'est pas possible. Ça, ce n'est pas possible. Et au fond, le combat que nous menons pour l'école, il est emblématique et révélateur de tous les combats qu'il faut sans cesse mener pour faire reconnaître la montagne. Donc, merci à l'ANEM. On va inciter les maires de montagne à vous saisir de façon à ce que, comme l'a dit la présidente, vous puissiez elle puisse ensuite saisir tous les DAZEN concernés. Il ne doit pas y en avoir des centaines. Hein. Je ne sais pas combien de départements de montagne on est. L'ancienne présidente de l'ANEM que je suis devrait le savoir, mais je ne me souviens plus. Une quarantaine. Pardon ? Ouais. Une quarantaine de départements. Donc, ça veut dire écrire à 40 DAZEN, à 40 recteurs, ce n'est pas la mer à boire. Et peut-être moins de recteurs que ça, parce que les départements, les académies couvrent plusieurs départements. Donc, voilà, je voulais vous remercier. Je dois vous quitter, mais mon assistante va continuer à assister à la réunion. Mais en tout cas, très bonne initiative et je pense qu'elle sera utile, mais c'est un combat que nous devons mener ensemble, c'est très important. Voilà, bonne Alors, continuation. juste une petite précision, l'année dernière, nous avions déjà écrit au DAZEN, mais je pense que des piqûres de rappel sont extrêmement importantes tous les ans.
parce que effectivement, on a tendance à oublier la spécificité. Enfin, ils ont tendance, pas nous, mais ils ont tendance à oublier la spécificité montagne dans leur choix de maintien de classe. Merci. Très bien. Merci. Bonne journée à tous. Merci. Merci Annie. Merci à toi. On a Sylvain Mathieu qui souhaitait prendre la parole. Bonjour Sylvain. Oui, alors attends, il faut que j'active ma caméra. Oui, bonjour à toutes et à tous. Oui, très simplement, hein, merci beaucoup pour cette initiative. Et puis, voilà, c'est clair, c'est net, c'est efficace. Et la proposition de nous envoyer un courrier type me semble parfaite. Voilà. Je vous en remercie. J'allais vous le demander. Ensuite, je n'ai pas la communauté de communes de la Haute-Ariège. Allô? Oui, oui, c'est bon. Bonjour. Alain Naudy, je vois qu'il n'y a pas mon nom sur l'écran. Donc, je suis maire d'une petite commune Orlu, 10 ou 11 élèves à l'école, régulièrement entre 10 et 15, c'est-à-dire que depuis l'année 2000, à peu près, cette école est menacée sur la Célette. C'est une classe unique, bien sûr. Et en même temps, je suis président de la communauté de communes de la Haute-Ariège, 52 communes avec 11 écoles sur le territoire. On a eu, par le passé, je voulais surtout témoigner. Cette année, ça a été relativement bien appliqué, les critères des communes de montagne. Donc, on ne va pas trop se plaindre, mais selon les DAZEN, c'est plus ou moins, il faut faire souvent une piqûre de rappel. Je remercie l'ANEM à ce sujet de nous inviter ce matin et de rappeler ce qu'est la loi montagne. En son temps, Frédéric Massat, qui avait été député de l'Ariège et qui avait initié cette deuxième partie de la loi montagne, aussi avait beaucoup travaillé là-dessus. Je crois que c'est important. Il faut que vous puissiez nous envoyer, je crois que vous l'avez dit tout à l'heure, le contenu de ce webinaire ce matin. Mais la plupart des DAZEN entendent quand même nos doléances. Il faut rappeler également en permanence que les saisonniers peuvent être inscrits aussi, et notamment les 3 ans. Là, on a parfois quelques difficultés avec les 3 ans parce que certains ne l'entendent pas de cette oreille. Et dans les effectifs prévisionnels, les moins de 3 ans ne sont pas comptés. Souvent. Donc, on l'a rappelé cette année, on a sauvé une école à Lugenac, l'endroit où il y a le siège de la communauté de communes, une classe, pardon, pas une école, une classe, puisque quand les DAZEN ne peuvent pas faire de fermeture sur les écoles, parfois ils font sur les classes. Tout dépend des dotations, mais on ne va pas se plaindre cette année, encore une fois. Alors, merci à l'ANEM, mais ces arguments sont précieux. Voilà, merci. Merci. Monsieur Kirchhofer, oui, vous m'entendez? Vous m'entendez? Je vous entends, monsieur, on vous entend, oui. Oui, mais écoutez, merci. Ah. Alors, par contre, je ne vous entends plus maintenant. Est-ce que vous nous entendez, monsieur Kirchhofer? Vous avez coupé le son de votre micro? Attendez, c'est bon? C'est bon, c'est bon, c'est bon. Oui, donc, merci pour cette présentation qui est très utile. J'ai déjà dû intervenir l'année passée pour un risque de fermeture de classe dans notre village de 450 habitants. Et parce qu'on est sur ce seuil, alors je pourrais peut-être me le confirmer, le seuil de 28 élèves pour l'ensemble des classes primaires et élémentaires et petites sections. Et grâce à votre intervention et à celle de quelques élus, députés et autres, on a pu éviter cette fermeture. Alors, je suis surpris qu'on me dise que les 2-3 ans peuvent être pris en compte parce que lors de la visite du DAZEN dans notre commune, il a dit que c'est un critère qui ne peut pas être pris en compte, que c'est de la récupération. Voilà. Donc, je dirais, plus on sera groupé et plus on sera nombreux à agir et je crois plus on aura de chances d'aboutir dans la défense de nos petites communes. Voilà, nous sommes une petite commune de montagne
entre 700 et 800 mètres d'altitude avec les problématiques, surtout en hiver, d'enneigement et de risques pour les transports scolaires, sans parler de la désertification de ces villages et des problèmes de repeuplement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On a également une demande de prise de parole de monsieur ou de madame Claude Comet. Claude Comet? Oui, Claude Comet, donc maire de Parvé-Natage, madame, oui. Parvé-Natage, c'est dans l'Ain, hein, c'est Bugey. Et alors, on a été dans notre secteur cette année, pour la rentrée de cette année, de 2023, 6 fermetures de classes annoncées. Donc, on a créé un collectif des maires des communes concernées et on s'est fait entendre auprès de la DAZEN assez fortement. Moi, je pense qu'effectivement, les collectifs, ils sont importants et on s'est appuyé sur les députés qui étaient Damien Abad ou bien Olga Givernet, et puis sur les sénateurs et sur tout le monde. Notamment les sénateurs Patrick Chaise et puis Florence Blatrix. Donc, en fait, on s'est fait entendre et donc au lieu de 6 fermetures, on n'en a plus que 3. Mais on ne nous considère pas comme des zones de montagne particulièrement et notamment parce que nos communautés de communes, la communauté de communes à laquelle j'appartiens n'est pas du tout en entier en zone montagne. Il y a des parties en zone montagne et d'autres parties en zone rurale, parce que c'est un territoire très rural, mais pas forcément de montagne. Donc ça, c'est une difficulté. Ce que vous dites là, c'est important, notamment sur la comptabilisation des enfants de moins de 3 ans. Ça, ce n'est pas fait du tout dans les prévisions. En effet, vous avez raison. Et puis, on a aussi donc, la nécessité, j'y reviens, de se mettre ensemble. Si vous pouvez nous donner des éléments pour notamment réunir des élus d'autres territoires de l'Ain concernés par la zone montagne. Je pense justement à tout ce qui peut être au budget, mais on ne connaît pas forcément tous les élus qui seraient intéressés pour se mettre dans cette démarche. Et puis, on a aussi d'autres soucis donc, qui sont que s'il y a une perception par la DAZEN, notamment à cause du plan ruralité, de la nécessité probablement d'appliquer des seuils différents dans le département de l'Ain, aux territoires qui sont plus périurbains et aux territoires qui sont plus ruraux, elle ne nous a pas dit quel seuil. Et par contre, elle ne compte pas du tout, et ça n'a jamais été comptabilisé depuis qu'elle est DAZEN, les zones montagne. Ça, c'est clair, ça n'entre pas dans ces calculs. Donc voilà, c'est ces sujets. Et le dernier sujet qui est important aussi, c'est que la carte scolaire telle qu'elle est faite nous met en concurrence entre maires parce que une des problématiques des parents, c'est la garde d'enfants. Quand eux vont travailler, souvent dans nos territoires, ce sont des territoires qui sont un peu des zones dortoirs et les gens vont aller travailler à 10, 15, 20, 30 kilomètres. Et donc, ils vont descendre avec leurs enfants pour trouver des modes de garde. Donc, moi, je travaille, par exemple, à créer une maison d'assistance maternelle. C'est compliqué budgétairement. Il n'y a plus d'aide, il faut vous le redire, de la CAF qui aidait normalement à la place et qui a changé complètement son critère cette année. Donc, là où on attendait sur un prévisionnel financier 139 000 €, on nous annonce 78 000, ça change la donne. Enfin bon, bref, ce qui se passe, c'est que les problématiques de mode de garde de la petite enfance font qu'on se retrouve en concurrence les uns avec les autres. C'est-à-dire que quand les enfants vont aller vers des communes où il va y avoir des modes de garde. Parce qu'aujourd'hui, le fait d'avoir la garderie du matin, la garderie du soir, la cantine à midi, ça devient un prérequis pour les parents, qui sont quand même très consommateurs, les parents. Et donc, nous, on se retrouve en difficulté parce qu'on n'a pas la garde petite enfance. Et les fratries, généralement, elles vont être
scolarisés sur des communes où il va y avoir des modes de garde. Donc, nous, on voit, on a eu 12 dérogations. On a beau donner un avis défavorable. Si le maire de la commune d'en face donne un avis favorable, eh ben, l'enfant s'en va. Donc, ce n'est pas la peine de faire une carte scolaire, etc., de faire des investissements sur nos écoles si les maires sont en concurrence les uns avec les autres. Donc, le maire en question, j'étais allée le voir, bien évidemment. En plus, ce n'est pas simple pour nous parce qu'on est limitrophe Savoie, ce n'est pas la même académie, ce n'est pas le même département. Et lui aussi était en problématique de compter ses enfants. Et donc, ouais, il prend. Voilà. C'était les éléments que je voulais apporter à votre réflexion ce matin. Oui, effectivement, on a aussi beaucoup de questions, de remonter sur le fait que il y avait trop de dérogations accordées par des maires qui n'étaient pas forcément non plus des communes de montagne, mais qui pouvaient l'être, et que ça pénalisait de ce fait-là la commune qui était commune de montagne. Je voudrais revenir sur un point. Vous avez parlé des EPCI qui ne sont pas intégralement de montagne. Il y a aussi les regroupements pédagogiques qui ne sont pas intégralement de montagne, qui créent des concurrences aussi en termes de fermeture. Là, on a eu quelques exemples dans la Creuse ou sur des RPI dispersés, quand on dit multisites. On a tendance, c'est souvent sur les communes de montagne qu'on va sur la fermeture des classes. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas un RPI dispersé. Et là, si vous voulez, c'est dans une circulaire de l'Éducation nationale sur la préparation de la carte scolaire du premier degré que chaque école, même si c'est un RPI dispersé, chaque école conserve son statut juridique et conserve sa direction d'école. Donc, la loi montagne s'applique pour les communes de montagne. Les arguments qui sont avancés s'appliquent pour la commune de montagne, pour l'école de montagne. Ils ne s'appliquent pas à l'ensemble des écoles du RPI. Mais ça crée des concurrences parce que forcément, les élus se sont engagés dans un regroupement. Et après, la question, c'est quelle classe, et donc parfois même quelle école se retrouve fermée du fait de la suppression d'une classe unique dans une commune. Mais donc, sachez que dans la circulaire de l'Éducation nationale, chaque école conserve son statut juridique, conserve sa direction d'école, et que, donc, en principe, chaque commune de montagne, même si elle est dans un RPI qui n'est pas 100% montagne, peut avancer les arguments pour maintenir ouverte sa classe. Alors moi, je voudrais intervenir sur le fait que, voilà, bon, là, ce matin, on vous présente les outils techniques, on va dire, et qu'on peut argumenter, on va dire, en dernier ressort. Moi, j'insiste vraiment, mais vraiment énormément sur le fait qu'il faut, avant justement ces conflits entre villages, entre maires, pour se partager les enfants, je pense qu'il est important d'avoir un moment de discussion et de dialogue avec le DAZEN, mais en même temps aussi, ce sont les recteurs qu'il faut sensibiliser. Parce que c'est quand même eux qui sont les premiers à distribuer, on va dire, les postes dans leur académie. Donc, il y a un niveau vraiment supérieur où il faut vraiment sensibiliser les recteurs à nos territoires de montagne, les DAZEN, et comme je vous le disais tout à l'heure, ces commissions où il y a discussion évitent certains conflits parce qu'on est dans un moment de dialogue avant d'établir cette carte scolaire, où quand on découvre que son école, enfin qu'une classe va fermer dans son école, c'est jamais très simple pour l'élu d'expliquer aux parents que déjà il va y avoir une classe qui va fermer, et puis même c'est jamais très agréable de l'apprendre, on va dire, par voie officielle. Donc, parce que là, je vois défiler des questions de certains d'entre vous qui demandent si son école est maintenue, et c'est très inquiétant de voir ces questions. Ça veut dire qu'en amont, il n'y a pas eu une discussion avec le DAZEN et que vous êtes dans l'interrogation et que vous ne savez pas si votre école, une classe de votre école va fermer. C'est extrêmement
enfin, je m'interroge là-dessus. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu, à un moment donné, le DAZEN qui a pris son téléphone et qui vous a appelé ou qui va vous appeler et qui va vous dire, voilà, Madame Untel, Monsieur Untel, voilà, il y a un sujet sur la classe une des classes de votre école ou la classe de votre école. Est-ce qu'on peut en discuter? Et ça, je pense que c'est ça aussi qui pose les problèmes dans l'établissement de la carte scolaire. Donc, c'est pour ça que moi, ce que je dis, c'est qu'il faut, oui, sensibiliser les DAZEN, mais sensibiliser aussi les recteurs, enfin les recteurs qui sont concernés par la loi montagne et par nos territoires de montagne. Donc, je pense qu'on va faire une lettre aux DAZEN comme on l'a faite l'année dernière, mais on fera aussi une lettre aux recteurs. Parce que la lettre, je pense que comme le point d'entrée, c'est quand même le recteur, c'est important aussi que ces recteurs-là soient sensibilisés à tout ça. Et en même temps, je vous dis, il faut créer des espaces de dialogue avant que tout le monde se crispe et se partage ou se partage pas les élèves. Alors, c'est sûr, Claude, c'est un peu compliqué parce que toi, si tu es sur 2 académies et 2 départements différents, c'est un peu compliqué. C'est pour ça que le point d'entrée peut être aussi important au niveau du recteur, puisque lui, enfin, des recteurs, parce que si tu es sur 2 académies différentes, des recteurs de manière à ce qu'il y ait aussi des concertations à ce niveau-là. Je pense que c'est franchement, et je le dis, et j'en suis persuadée, parce que je vous dis, depuis qu'on a mis en place ça dans les départements alpins des Alpes, enfin de la région sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur, enfin de l'académie Aix-Marseille plus exactement, bah, les choses. Alors je dis pas qu'il n'y a pas des discussions, ouais, je dis pas qu'il n'y a pas des discussions des fois un peu tendues pour les écoles, mais en même temps, une fois que c'est discuté, une fois que c'est acté, bah, les choses se passent plutôt bien. Je vous relaisse la parole. Madame Ramos, je vous en prie. Oui, bonjour à tous. Donc, je vous remercie pour l'organisation de cette réunion. Donc, moi, je suis élue dans une commune de montagne en station de ski, donc, dans lequel nous avons un RPI sur 2 communes voisines distantes de 3 km. Et nous avons reçu, je pense, comme beaucoup d'entre vous, il y a quelques jours, un courrier de notre inspecteur de circonscription nous annonçant une fermeture de classe pour 2025. Donc, ça nous laisse un peu du temps. Et en fait, nous, donc, on se posait une question parce qu'on avait reçu un premier courrier du DAZEN en 2020 nous indiquant que nous étions sur une quantité d'enfants, c'était 50 enfants hein, pour les 2 communes et qui n'envisageaient pas à l'époque de fermeture de classe. Et aujourd'hui, on est sur la même quantité d'enfants et ils nous proposent, ils nous informent d'une fermeture de classe. Donc, on se posait la question, à quantité égale, pourquoi aujourd'hui le discours est différent, comment on peut l'avancer. Et alors, donc, nous, on a sur 2 structures, hein, donc on a vraiment 2 écoles. Et aujourd'hui, structurellement, on n'envisage pas, en tout cas, on n'arrive pas à l'envisager, comment basculer des classes pour pallier justement à ce retrait d'enseignants d'un à l'autre. Et est-ce que la structure, on va dire, scolaire des écoles peut rentrer dans nos courriers qu'on ferait justement aux DAZEN et aux inspecteurs de Circo. Voilà, je vous remercie. Alors, je vais revenir vers vous avec des éléments. Ce que j'aurais besoin de savoir, c'est très technique, hein, c'est le nombre de kilomètres qui séparent les écoles. Parce qu'il y a une disposition dans le Code de l'éducation qui autorise à fermer des écoles si elles sont distantes de moins de 3 km. Je crois qu'on est sur 3 km, mais il ne nous parle pas de fermeture d'école, il nous parle de fermeture d'une classe, en fait, d'un retrait d'un enseignant. Aujourd'hui, on a 3 enseignants. Et je vais retrouver les textes. Si à la limite, vous pouvez nous envoyer le courrier ou l'email que vous avez reçu pour qu'on regarde ça. Mais je me demande si vous ne rentrez pas à effectif constant, si vous ne rentrez pas dans cette disposition du Code de l'éducation. Je vais regarder ça. Très bien, mais je vous remercie beaucoup. Je suis en courant, ouais. Madame Alamel, alors j'ai pas le nom en entier, c'est Alice Alamel, excusez-moi parce que je suis pas sûre de tout voir dans le nom. Si c'est ça, c'est bien Madame Alice Alamel. Oui, bonjour. Merci beaucoup. Alice Alamel, collaboratrice du député Léo Walter des Alpes de Haute-Provence.
Alors tout d'abord, c'était mon collègue Stéphane Muriot qui connaît très très bien le sujet, mais en fait qui est aujourd'hui sur une fermeture de classe dans la circonscription, donc c'était un petit peu urgent. Donc j'ai pris sa suite. Merci beaucoup pour cette présentation de la loi montagne et ces points d'éclaircissement. Ça fait toujours du bien de revenir un peu sur des textes législatifs et de revoir un petit peu en profondeur tout ça. Moi, j'avais un point, vous l'avez un petit peu évoqué, là, un point de constat. Tout d'abord, c'est que les territoires dépendent un petit peu, j'allais dire, du bon vouloir du recteur. À un moment, on a eu le recteur de Godemar, maintenant le recteur Beignet. Et entre les deux, on a eu, donc ça, c'était deux recteurs qui sont visiblement quand même sensibles aux départements ruraux et aux territoires ruraux et de montagne. Et à un moment, on a eu, je crois, entre les deux, un recteur qui n'est pas resté très, très longtemps et qui avait une logique très comptable. Et là, quand on est sur une logique très comptable, tous ces critères que vous avez décrits qui constituent la loi montagne, on a l'impression qu'ils sautent un petit peu. Et du coup, on arrive dans une logique très comptable. Donc, ils n'ont pas de poste à pourvoir. Donc, ils ont 0. Et donc là, ils vont fermer de manière... voilà, j'allais dire comptable, c'est le mot qui me vient le plus à la bouche. Et ensuite, on réfléchissait sur peut-être établir des critères dans la loi qui pourraient être un petit peu similaires aux critères de zone d'éducation prioritaire. Donc, pour la loi montagne, il y a des critères pour être classé en zone montagne, mais on pourrait songer à réfléchir à des critères qui pourraient comment dire, favoriser, instituer ces classes. Par exemple, en zone d'éducation prioritaire, on a la limitation du nombre d'élèves, le dédoublement des instituts en grande section. Et ça pourrait être des critères dans la loi qui permettraient de classer un petit peu ces zones et d'éviter chaque année de dépendre de cette carte scolaire qui bouge et voilà. Donc c'était une réflexion en cours sur ça. Et donc je m'adresse ici aux parlementaires des territoires. Voilà, ce sera tout. Merci. Merci. Mais effectivement, le fait qu'il soit précisé dans la montagne qu'il y ait des modalités d'organisation particulières, notamment pour tenir compte des seuils, mais sans préciser clairement qu'il n'y a pas de seuil, ça soulève toujours des discussions et des appréciations comptables différentes d'un recteur et d'un DAZEN à un autre. Alors, je suis désolée, je n'ai pas le nom complet. J'ai L ou I. C'est elle qui a demandé la parole. Je suis désolée, mais comme je n'ai pas de nom, je ne peux pas vous en donner plus. C'est la main qui est levée. C'est une main levée. Oui, vous m'entendez? Oui, je vous entends, monsieur. Oui, bonjour, je suis monsieur Grossior. Bonjour pour votre présentation. Merci pour cette réunion. Bonjour à tout le monde. Je suis maire de la commune de l'Elex sur la station des Monts-Jura. Donc, nous avons un RPI avec 43 enfants, 3 classes. Sur l'Elex, sur ma commune, nous avons une section, c'est les grandes sections, donc avec 12 enfants. On me menace de fermer mon école et d'emmener les enfants sur la commune de Chaiserie, donc à 12 km, pour l'enseignement, parce qu'ils disent qu'il faut regrouper les enfants pour une meilleure pédagogie. Donc, je suis un petit peu sur la menace. Je l'étais déjà l'année passée et j'essaye cette année de sauver encore mon école. Donc, c'est compliqué, les stations de montagne, de garder. Alors, bien sûr, on a la loi montagne avec nous, hein, ça on le sait, puisqu'on a le décret comme quoi on est bien en station et classé en zone de montagne. Donc, l'enseignement dans nos écoles est très compliqué. Nous sommes pas loin de la frontière suisse, c'est vrai, mais pour avoir des frontaliers, alors j'entendais une dame qui disait tout à l'heure, le problématique que nous avons, c'est que pour la garde des enfants du matin, et ça c'est un gros problème, la cantine du midi, bien sûr, et la garde le soir quand les gens veulent rentrer. Donc, il faut choisir et être choisi et retenu pour une destination pour les familles, c'est compliqué parce que nous n'avons pas de garde pour les enfants. Et ça pêche dans les petits villages de communes. Voilà, mais merci pour cette réunion, merci pour les échanges qu'on a et c'est important de se battre pour nos écoles et nos enfants. Voilà, merci à vous. Merci à vous. Je voudrais revenir sur un point parce qu'on a eu beaucoup de questions à la fois dans le
dans l'inscription au webinaire et je vois dans le chat, je ne peux pas vous donner de seuil pour les communes de montagne. En fait, normalement, il y a même un seuil qui est de fermeture ou d'ouverture de classe qui est quasiment départemental. Hein, c'est ça, il n'y a pas un seuil national d'ouverture ou de fermeture des classes. Au niveau national, on est sur une moyenne de 21 enfants par classe. C'est bien ça, 21,66, c'est les chiffres qui ont été annoncés la semaine dernière en question gouvernement par la ministre Oudéa Castéra. Mais c'est une moyenne d'enfants par classe au niveau national. Les seuils, normalement, s'apprécient localement, donc s'apprécient par département. Et en montagne, nous, en tout cas, à l'ANEM, on a toujours défendu le pas de seuil, pour la simple et bonne raison, comme vous l'avez montré dans l'article 15 de la loi montagne, le fait d'être en commune de montagne, dans une école de montagne, implique d'adapter les seuils à nos spécificités territoriales. Donc, on ne peut pas vous donner un seuil parce qu'il n'y en a pas de manière générale et qu'en plus de ça, il pourrait très bien maintenir dans une école avec 5-6 élèves parce que l'éloignement ou l'accessibilité de la commune est particulièrement difficile et on pourrait très bien avoir un DAZEN qui considère qu'une école avec une classe avec 15 élèves est supprimée parce qu'il y a un RPI ou bien il y a une accessibilité. Donc, c'est un peu compliqué pour nous de vous donner des seuils. Il n'y a pas de seuil. Je ne peux pas vous en donner. Mais normalement, les DAZEN sont censés tenir compte des spécificités. C'était ce qu'on vous avait montré en introduction de la commune de montagne pour pouvoir décider d'une fermeture ou non de classe. Oui, tout à fait. Alors, sur les temps de trajet, je prends les questions au passage en même temps. Sur les temps de trajet, on considère qu'un temps de trajet au-delà de 20 minutes est déjà trop long. Mais pareil, il n'y a pas de critères qui sont fixés dans les textes. C'est les temps de trajet. Donc, et bien souvent, ce n'est pas juste le temps de trajet, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il ne faut pas juste prendre en compte le trajet à faire de l'école, du lieu du domicile à l'école, parce que souvent, il y a le ramassage de scolaire qui fait tout un circuit et l'enfant se retrouve plutôt à faire 3/4 d'heure que 20 minutes. Parce que c'est aussi un des arguments que vous pouvez aussi réfléchir avec alors je vais encore me tromper, c'est les régions qui ont les transports scolaires. Excusez-moi. Qui peuvent redéléguer au département. C'est-à-dire que quand on vous menace aussi d'une fermeture de classe, ça veut dire qu'il va y avoir un transport scolaire, un ramassage scolaire à mettre en place. Et donc, quel va être ce circuit du ramassage mis en place souvent pour les collèges, qui est transport scolaire. Et donc, la question, ça va être toute la durée de ce transport scolaire. Non, mais c'est pas ça qui dit. Parce qu'il y a déjà le transport scolaire pour les collèges qui est mis en place sur les territoires collèges et lycées. Donc, en général, oui, ça peut rentrer en compte, mais c'est pas souvent le sujet le plus… Et en même temps, il y a des seuils sur les transports scolaires, c'est-à-dire que pour un nombre inférieur d'enfants à transporter, le département ou la région peuvent prendre en charge des frais de transport par les parents. Enfin, c'est pas forcément le transport scolaire qui pose le plus de problèmes dans ces cas-là. Ça peut en poser, mais c'est pas le sujet le plus… puisqu'il y a déjà le transport scolaire pour les collégiens qui est mis en place. On a une question de VP École Trièves. Oui, bonjour, Alain Vidon. En fait, je suis vice-président en charge des écoles pour la communauté de communes du Trièves dans l'Isère. Communauté de communes qui a la particularité d'avoir la compétence scolaire pour une partie des communes du territoire, à peu près 60%. Ce que je voulais revenir sur la question des seuils ou des repères. Et en fait, la difficulté, c'est que les DAZEN reçoivent une enveloppe et ensuite, ils adaptent en fonction de cette enveloppe les seuils en fonction du nombre d'enfants qu'ils ont. Et nous, on a un DAZEN en Isère, par exemple, son prédécesseur avait des seuils à 32 pour les maternelles et 27 pour les écoles élémentaires. Et là, il a eu quelques moyens supplémentaires. Du coup, il a baissé tout le monde à 25, donc ce qui présente comme un progrès. La difficulté, c'est qu'effectivement, il applique ça unilatéralement sur le territoire. Notamment, nous, on a des classes uniques qui sont à 22, 23 élèves qui, jusqu'à présent, avaient donc des classes uniques qui comprennent, y compris les maternelles, donc avec 8 niveaux, et qui sont à 22 ou 23 élèves et qui, jusqu'à présent, avaient 2 classes. Et là, il applique le seuil de 25 à ces écoles. Et du coup, on va avoir à la rentrée, au moins pour une des écoles, une école qui sera à 23 ou 24 enfants,
alors que le seuil est à 25 avec une seule institutrice et tous les niveaux. Donc ça crée des difficultés qui sont conséquentes. Et effectivement, l'argument de la loi montagne ne semble pas beaucoup le préoccuper. On a là une question dans le chat, donc monsieur ou madame Bourrel, le temps de transport est-il pris en compte à partir du domicile? C'est ce que je vous disais à l'instant, ce qu'il faut prendre en compte, c'est le temps de transport lié au transport scolaire, on va dire. Puisque souvent, si on prend en compte à partir du domicile, on peut avoir un temps de transport qui est assez direct, mais si on va mettre en place un circuit, forcément, le temps de transport est rallongé. Moi, je vous invite plutôt à échanger, enfin, à avancer le temps de transport lié au circuit du transport scolaire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, on a bien compris, on vous enverra le PowerPoint qu'on vous a diffusé, également le courrier type, comme vous l'a indiqué Madame Boyer, la circulaire qui avait été demandée sur les RPI, enfin, c'était une circulaire sur les cartes scolaires où il y a la mention du RPI. On reste à votre disposition. Et nous enverrons aussi un courrier, comme nous l'avons fait l'année dernière, au DAZEN, mais aussi au recteur. Oui, oui. Et s'il y a d'autres questions particulières ou s'il faut avoir une action spécifique par rapport à vos écoles, pas de souci. Saisissez-nous et on le fera. Voilà. S'il y a des besoins particuliers, vous avez nos coordonnées, vous pouvez continuer à nous poser vos questions si vous souhaitez, nous saisir. Voilà. Si vous avez encore des questions, on est à votre disposition encore. Voilà, je vois qu'il n'y a plus de questions dans le chat. On a eu beaucoup. Ah, si, on a le maire de Trescléou. J'espère que je n'ai pas. Oui, Jean. C'est Jean. Oui, bonjour. Ouais, bonjour. Salut, bonjour Pascal, merci pour cette réunion importante et ce rappel, notamment à la montagne. J'en suis d'autant plus sensible qu'à l'époque, avec mon ami Robert de Caumont, ton prédécesseur, nous avions travaillé nous-mêmes politiquement sur l'élaboration de la première loi montagne. Donc, c'est prouve que ça continue, ça dure. Donc, c'est parfait. Moi, c'est juste un petit témoignage par rapport à ce que je vis à l'heure actuelle. On a un regroupement pédagogique entre 3 communes, Orpierre, Trescléou et Gardes-Colombes, la Grand-Aiguian. Et depuis quelques jours, nous avons alors complètement une manifestation de la part des parents d'élèves qui vont faire un référendum pour faire fermer l'école de Trescléou, faire fermer l'école d'Orpierre et tout ramener à Gardes-Colombes. Voilà où on en est. J'ai été à une réunion un petit peu animée vendredi. Voilà, apparemment, alors, d'abord, le fait d'un référendum, c'est ce que je leur ai dit, faites bien gaffe à la question que vous allez poser, et puis n'allez pas non plus alimenter va y avoir après de la stigmatisation des villages par rapport à d'autres, et puis les parents d'élèves par rapport à d'autres. Et puis bon, c'est quand même largement démagogique. Bon, nous, par contre, le DAZEN nous a certifié que jusqu'en 2026, on n'aurait pas du tout de mouvement. Voilà, donc ça continue. Donc ça, c'est une bonne chose. Voilà. Mais voilà ce que je te veux dire, c'est un témoignage, alors parce que ça, faut le tenir compte. Et donc, ça va un petit peu à l'inverse de ce qui est dit par rapport parce que là, effectivement, moi, on a des gamins qui partent notamment Pascal connaît bien, qui peuvent partir de Sorbier et puis qui peuvent aller en CM2 à Orpierre. Hein. Et là, ça va faire 3 quarts d'heure de bus. Là. 3 quarts d'heure de bus. Hein. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Mais on est vigilant et puis bon, on répondra éventuellement aux attentes des parents d'élèves. Moi, je leur ai dit, c'est quand même dommage de venir leur dire, habitant en montagne, qu'est-ce qu'on était bien en ville où on avait tout sous la main. Voilà, mais j'ai dit ça avec humour. Merci beaucoup encore. Bonne journée. Merci Jean, merci. Mais alors fais attention à ta voiture quand tu leur dis ça. Hein. Enfin, oui, je le sais. J'ai déjà donné, oui. Oui, exactement. Non, merci Jean pour ton témoignage parce que justement, moi je voulais un peu terminer cette vision en disant qu'il faut aussi avoir une vision holistique de tout ça. Parce que justement, là c'est le cas contraire, ce sont les parents qui demandent la fermeture de classe. Pour avoir discuté avec le DAZEN, avec le recteur, des fois les parents demandent si combien il y a d'enfants
sur le même niveau scolaire dans l'école. Et s'il n'y a pas assez d'enfants, par exemple, si leur enfant est scolarisé CE2, admettons, ils demandent le nombre d'enfants scolarisés CE2 dans la classe unique. S'il n'y a pas assez d'enfants scolarisés CE2 dans la classe unique, ils préfèrent mettre leur enfant dans une autre école où il y aura plus d'enfants du même niveau que de le laisser dans cette école. Donc, vous voyez, c'est vraiment du cas par cas et c'est aussi, comment dire, on va dire que la vision des parents évolue avec le temps. Donc, chaque commune a ses particularités, chaque RPI a ses particularités. La preuve, c'est que là, sur ce RPI-là, il y a des parents qui souhaitent fermer les écoles. Et comme le disait Jean, alors vous ne connaissez peut-être pas la géographie, mais si les gamins de Sorbier sont obligés d'aller à Orpierre, là, ça va leur rajouter un temps de trajet énorme, énorme. Hein. Et là, les parents ne prennent pas en compte cette considération-là. Et Jean l'a souligné aussi, le DAZEN a vraiment affirmé qu'il n'y aurait pas de mouvement pendant 3 ans. C'est ce qui se passe justement dans les départements des Hautes-Alpes et des Alpes-Hauts-de-Provence, c'est qu'il y a c'est pas une sorte de convention, mais il a été mise en place, une sorte de convention qui fait que pendant que la discussion se fait sur les 3 prochaines années de rentrée scolaire, ce qui permet d'avoir une visibilité pour les élus. La preuve, c'est que Jean sait que pendant 3 ans, il n'y aura pas de mouvement scolaire dans sa commune, même si les parents manifestent. Donc ça, c'est extrêmement important d'avoir cette visibilité sur 3 ans. Et ça fait partie du travail qui a été fait et qui est mis en place par le recteur d'Académie Aix-Marseille, justement, pour que les élus puissent avoir cette visibilité sur 3 ans et permettre aussi qu'il n'y ait pas ces crispations tous les ans au niveau de la création de cette carte scolaire. Donc, c'est un travail intéressant à mener. Et comme je vous dis, je vais interpeller la ministre. J'attendais que la nouvelle ministre arrive, de manière à ce qu'on puisse voir comment on peut étendre ça sur nos territoires de montagne. Voilà, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous remercier s'il n'y a pas d'autres prises de parole. Remercier Dorothée, de remercier Marie-Annick pour leurs interventions. Vous remercier. On voit bien que le sujet est extrêmement important sur nos territoires. Vous étiez nombreux ce matin, nombreux à poser des questions. N'hésitez pas, si vous en avez d'autres, des questions, n'hésitez pas à nous interpeller ou à nous les faire passer. Et nous essaierons d'y répondre. Et surtout, aussi, n'hésitez pas à prendre votre téléphone et appeler le DAZEN si vous voyez que ça coince à un moment donné, plutôt que d'attendre que la situation se tende. Donc, c'est extrêmement important, ce dialogue DAZEN et élus. Si vous voyez vraiment que ça coince au niveau des DAZEN, faites-le nous remonter aussi. Parce que je pense que c'est extrêmement important, nous, en tant que parlementaires, faites-le remonter à vos parlementaires, faites-nous le remonter à l'ANEM, parce que je pense que c'est pas normal qu'un DAZEN ne puisse pas dialoguer avec ses élus et que cette carte scolaire tous les ans, amène des tensions sur les territoires. Je pense que franchement, il faut à un moment donné qu'on dise stop et que ça s'arrête et que les choses se fassent avec fluidité, avec transparence, et que y a des questions que vous avez posées, vous ne comprenez pas pourquoi ci, pourquoi ça, c'est pas normal, c'est pas normal. Le DAZEN est là aussi pour vous expliquer et pour vous dire et pour dialoguer, mais pour vous expliquer aussi ces raisons. Il y a peut-être des fois des raisons qui font que, mais il faut que vous soyez au courant et ça c'est extrêmement important. N'hésitez pas donc à interpeller vos DAZEN, vos parlementaires, l'ANEM et puis aussi vos recteurs. Sylvain, tu veux poser une question ou tu veux Oui. Non, mais très simple. Juste là, le PowerPoint, vous pourrez nous l'envoyer? Oui, on vous envoie tout. Oui.